On est avec Annie-Belle Roussy, Sébastien Rio et Maude Bouchard et on parle du sommeil. À Hôtel Central, c'est jamais plate. Alors aujourd'hui, on parle du sommeil. On va essayer de rester réveillé tout au long de l'émission quand même. On a des invités qui ont une relation très particulière avec le sommeil. On va commencer avec toi. Je veux savoir quel est ton lien avec ce sujet. Allons-y. Bien, moi, je suis neuropsychologue de formation, en fait, puis j'ai fait un doctorat en sommeil à l'Université de Montréal. Ça t'intéresse quand même sur un moyen temps? Hein? Pas pire. Donc, j'en connais pas mal, puis je traite, en fait, les gens qui ont des troubles de sommeil au quotidien. Littéralement l'experte du sommeil. Je vais essayer. Pas trop. Experte, mais on n'a pas la relation que toi, tu as avec le sommeil. C'est pas facile. Je ne suis expert que de mon propre sommeil. C'est déjà bon. Ouais, je fais de l'apnée du sommeil depuis quelques années, donc c'est quelque chose. J'avais pas vraiment de symptômes, ce qui était surprenant, mais on m'a fait comprendre que je faisais de l'apnée du sommeil, puis maintenant, ben, je m'en porte mieux parce que je dors avec un CPAP, avec la machine qui m'aide à bien dormir, donc maintenant, je m'en rends compte. C'est bien, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vivent avec ce trouble-là, puis on y reviendra. J'ai beaucoup de questions à poser là-dessus. Et toi, quel est ton lien avec le sommeil? Moi, je suis maman de deux enfants. Étant maman, le sommeil n'est plus le même qu'avant. Et je suis une personne qui n'a pas tant besoin de sommeil. Je n'aime pas dormir. Et j'ai souffert d'insomnie chronique pendant 8 ans. Maintenant, je dors, mais à petite dose. Et ça ne m'empêche pas de fonctionner. Donc, parce que normalement... c'est quand même l'accablement des parents. Là, on est là comme je dors plus, puis ça. Puis toi, c'est comme je dors plus, c'est cool. Il n'y en a pas de problème. J'ai jamais eu de problème avec ça. OK. Le sommeil a évolué énormément. La compréhension, peut-être aussi, du sommeil. Quand est-ce que ça a commencé, cet intérêt-là pour le sommeil? Mais je parle là, humainement parlant, scientifiquement parlant. Bien, en fait, à la base, hein, tout le monde dort. Les animaux aussi. Puis même à travers les espèces, il y a des animaux qui vont dormir 1 heure pendant le jour, puis il y en a d'autres qui dorment 22 heures sur une période de 24 heures. Donc, tout le monde dort, mais il y a beaucoup, beaucoup de changements entre les espèces. Puis chez les humains, ça n'a pas changé tant que ça à travers les centaines d'années qu'on est là, qu'on dort. On dort un petit peu moins qu'avant, mais pas tant que ça non plus. Donc, ce que ça nous dit, c'est que au niveau évolutif, en fait, si on n'en avait pas besoin du sommeil, on aurait fini par s'en débarrasser ou dormir vraiment, vraiment moins. Mais ça veut dire que cet état-là, qui est un niveau de conscience vraiment différent de l'éveil, on n'a pas vraiment conscience de ce qui se passe autour de nous, ou très peu, bien, il y a des choses qui se passent dans notre cerveau puis dans notre corps qui sont importantes pour nous faire fonctionner pendant la journée, finalement. Puis, dans le fond, on comprend bien que tous les êtres humains ont besoin de dormir, donc ont besoin de sommeil, mais on fait quoi exactement? C'est quoi le but du sommeil? Pendant qu'on dort, ouais. Hein? Bien, en fait, puis je reviens, Annie-Belle, ce que tu as mentionné, tous les êtres humains ont besoin de dormir, mais les besoins sont différents d'un humain à l'autre. On entend souvent le fameux 8 heures de sommeil, hein? Mais c'est une moyenne, le fameux 8 heures. Il y a des gens qui en dorment 5, puis que c'est suffisant pour eux pour bien fonctionner. Il y en a d'autres qui en ont besoin de 9 ou de 10. Puis ça change d'une personne à l'autre, mais ça change aussi à travers la vie. Parce que si on pense à un bébé, un enfant, un ado, ça dort différemment d'un jeune adulte ou même d'une personne âgée. Fait qu'à la base, il y a des différences. Puis ce qui se passe pendant le sommeil, bien là, un paquet d'affaires, finalement. L'hormone de croissance est sécrétée, donc c'est bon pour les enfants pour grandir, mais c'est bon pour les adultes parce que ça répare les tissus, les muscles. Ça consolide aussi la mémoire. Fait que des choses qu'on aurait appris pendant la journée, pendant la semaine, mais ça, c'est consolidé. C'est comme rejouer dans notre cerveau pendant qu'on dort. Ça aide à la mémoire émotionnelle, aux émotions en général. Plein d'affaires. OK, intéressant. Dans ton cas, tout ce qui se passe de bien là, c'est peut-être plus ça. Hein? Qu'est-ce que ça fait de faire de l'apnée du sommeil? Premièrement, comment ça t'arrive exactement? Ben, j'arrête de respirer environ 42 fois à la minute.
Donc, c'est plusieurs fois. Là, donc, je sais que je suis dans la haute moyenne en on se rappellera que dans une minute, il y a 60 il y a 60 secondes, exactement. Donc, c'est presque une fois la seconde que j'arrête de respirer. Là. Puis, il a fallu qu'on me le dise. C'était une ex-conjointe qui, pendant la nuit, m'a dit, ben Seb, t'arrêtes de respirer souvent, puis... Je me réveille un peu en panique sans trop comprendre ce qui se passe. Donc, j'ai commencé à consulter, puis ça l'a mené jusqu'à un diagnostic d'apnée du sommeil. Et je ne sentais pas vraiment une fatigue, mais de maintenant d'utiliser la machine la nuit, quand je ne l'utilise pas, là, je la vois, la différence. C'est quoi cette différence-là? Ben, d'être vraiment beaucoup plus fatigué, avoir la misère à me concentrer... de moins être présente, psychologiquement autant, là, mais le physique, je m'en ressens. Et dans le processus aussi, je suis devenu papa. Ça fait que moi qui ne dormais pratiquement, qui dormais environ 5 heures par nuit, maintenant, ben là, j'en dors au moins mon 8 facile, les 9 et 10 quand c'est possible. Là. Okay. C'est quand même dangereux, j'ai l'impression, là, de manquer d'air pendant qu'on Pour le cœur. C'est vraiment à la longue, là, ceux qui font de l'apnée, c'est vraiment les maladies cardiovasculaires, je pense, qui est le premier danger. Puis dans ton cas, pourtant, pas dormir, c'est pas si grave. Est-ce que tu as vraiment aucun symptôme? Toi, tu dors très peu, puis tu vis ta vie normalement? Bien, dépendamment des facteurs de stress ou des facteurs du quotidien, des fois, je vais moins dormir, puis je vais m'en ressentir. C'est drôle que tu parlais tantôt de réparation des tissus. C'est peut-être pour ça que j'ai autant de problèmes musculaires, mais je suis capable de fonctionner même si j'ai un 5-6 heures de sommeil. Capable de fonctionner. Ça sonne pas vraiment comme, genre, je suis au top, il n'y a aucun problème. Là. C'est sûr que si j'ai 4 heures de sommeil, 5 heures, je suis pas au top, mais je dormirai pas, je m'endormirai pas. Là. Sauf qu'à partir de 6 heures de sommeil, là, je suis... T'es littéralement en feu, là. T'as toute ton énergie. 6 heures, c'est mon gauge. OK. C'est quoi les facteurs? Est-ce qu'on sait si les hommes dorment plus que les femmes? Ou qu'est-ce qui vient influencer le nombre d'heures de sommeil qu'on va avoir dans une nuit? Le besoin, en fait, il y a une partie qui est génétique là-dedans. Puis autant en termes de besoin de sommeil que le timing du sommeil. Puis ça, là, je vais dire un mot qui a l'air un peu intense, le chronotype, mais les gens ont chacun leur propre chronotype, c'est-à-dire une tendance à se coucher très tard puis se lever tard naturellement ou se coucher très tôt puis se lever tôt. Tu sais, on a vraiment un genre de timing. Puis ça aussi, c'est en partie déterminé génétiquement. Donc, il y a une part de génétique dans le sommeil, tant pour le besoin. Puis quand tu parles avec un 6 heures, moi, je fonctionne bien, mais c'est parce que tu as rempli ton besoin. Puis il y a des gens que 6 heures, c'est pas suffisant pour eux. S'ils ont besoin de 8-9 puis qu'ils fonctionnent à 6, ils vont être en privation de sommeil. Ils vont avoir des problèmes cognitifs, ils vont manquer d'attention, ils vont avoir de la difficulté à se concentrer, leur humeur va s'en ressentir aussi. Mais pour quelqu'un qui a toujours bien fonctionné à 6, bien 6, c'est suffisant. Parle-moi un peu de... Puisque là, tu t'es rendu jusqu'au doctorat. C'est quoi le sujet de ta thèse? C'est quoi tes recherches? Vers quoi ton esprit se spécialisait? Là? Bien là, vous ramenez mon traumatisme d'études. Oui, exactement. Beaucoup trop d'années. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller là. Non, c'est pas vrai. Donc, moi, ma thèse, en fait, était sur le sommeil, la performance puis le vieillissement. C'était quelque chose de beaucoup plus fondamental. Donc, j'étudiais vraiment les ondes cérébrales pendant que les gens dorment. Tu sais, tantôt, je disais, c'est des états de conscience qui sont différents, l'éveil puis le sommeil. Puis même à travers le sommeil, il y a différents niveaux, différents stades, si on veut. Puis notre cerveau, il ne fait pas la même affaire d'un stade à l'autre. C'est tout très complémentaire ce qui va se passer pendant la nuit. Dans notre cerveau, on a des neurones, puis c'est une manière de communiquer. Les différentes régions du cerveau ont besoin de communiquer entre elles, puis elles vont pas communiquer de la même manière selon si on est réveillé. Puis là, je suis en train de te parler, par exemple, versus si je suis en train de dormir. Donc, quand je parle des ondes cérébrales, quand on étudie le sommeil, on met des petites électrodes sur la tête, puis on capte une certaine activité dans le cerveau. Et ces électrodes-là vont nous donner une image sur un ordinateur qui nous montre l'activité neuronale, si on veut, de manière indirecte un petit peu. Donc, on va voir des ondes sur l'ordinateur avec chacune des électrodes. Puis pendant le sommeil, on voit qu'il y a un ralentissement de l'activité. Puis on voit aussi que nos neurones se mettent à
à décharger tout en même temps. Fait que ça crée des belles grandes ondes lentes éventuellement qui sont associées avec des stades de sommeil qui sont profonds, par exemple. Puis les ondes vont différer d'un stade de sommeil à l'autre. Puis il y a plein d'autres choses qui diffèrent, c'est-à-dire notre activité musculaire. En sommeil léger, nos muscles, ils bougent quand même encore un petit peu. Il y a de l'activité musculaire. Puis plus on avance, bien moins les muscles bougent. Puis, à un moment donné, on arrive dans un stade de sommeil qui s'appelle le sommeil paradoxal, qui est celui dans lequel on rêve le plus. Bien, pendant ce stade de sommeil-là, on ne bouge pas du tout. Nos muscles sont complètement paralysés, si on veut. Puis c'est l'idée que le corps est bien fait pour ne pas agir nos rêves, finalement. Puis nos yeux bougent vraiment beaucoup. Il va y avoir des saccades oculaires. Fait que, bref, il y a plein d'affaires qui se passent qu'on peut étudier comme chercheur là, en sommeil. Moi, j'aime le sommeil plus que tout au monde. En fait, mon bout préféré du sommeil, c'est le matin, quand tu te réveilles, puis tu te rendors, tu sais. C'est mon bout préféré parce que t'es déjà lubrifié pour le sommeil. Genre, tu peux juste comme sortir, tu sais, puis re-rentrer, puis ressortir, tu sais, puis rentrer. Ça sonne sexuel, tu sais, mais c'est juste que j'ai l'impression que ma relation avec le sommeil, c'est vraiment comme une relation amoureuse, tu sais. C'est comme, on dort dans le même lit, tu sais, premièrement. Puis je vois moins mes amis à cause de cette relation-là, tu sais. Non, mais c'est vrai, moi, je pense que, mettons, les rêves érotiques, c'est comme le résultat de l'amour entre moi puis le sommeil. J'ai l'impression qu'on a vraiment de quoi de précieux, tu sais. Puis tu sais, oui, j'ai eu des blondes puis tout ça, mais c'est comme... Le sommeil puis moi, c'est pour la vie, là. Tu sais, des fois, quand je sors avec une fille, j'ai l'impression de la tromper avec le sommeil, tu sais. C'est comme quand on va se coucher, je suis comme « Hey, bonne nuit », puis... Ah, j'aime vraiment beaucoup le sommeil. C'est jusqu'à la mort, tu sais. Puis quand on dit le sommeil éternel, je suis comme, ah, je veux pas mourir, mais ça sonne vraiment nice. Puis tu sais, il faut pas abuser non plus, là. Tu sais, ça arrive que t'es en char, puis tu t'en vas atteindre les bandes rugueuses, puis t'es comme, oh, OK, faut pas que ça aille jusque-là, là, tu sais. Notre relation, c'est comme, c'est dans la chambre à coucher, mais ailleurs, ça peut être dangereux, là, tu sais. Le sommeil puis moi, on est en relation, puis je vais pas me vanter, mais j'ai déjà dormi en avion. Fait que, quand même cool, là. Est-ce que tu as eu des répercussions par rapport au fait que tu dormais pas tant que ça ou Pas tant. OK. Pas tant. Puis c'est drôle parce que dans les dernières années, je sais pas, tu vas peut-être m'orienter par rapport à tes recherches et tout ça, mais dans les dernières années, moi, j'avais regardé beaucoup parce que mon ex-conjoint, lui, avait beaucoup besoin de sommeil puis il faisait de l'apnée du sommeil. Mais lui, il fait de l'apnée centrale. Donc, il sort toute l'air. Puis après ça, il arrêtait de respirer pendant 1 minute et demie. Mais j'ai commencé à regarder beaucoup, m'informer sur le sujet. Puis il disait que c'est par tranche d'1h30. Hein? Donc, souvent, moi, quand je vais me coucher, si je vois que j'ai pas mon 6 heures, je vais dormir 4h30 ou 6 heures ou 7h30. Parce que c'est à chaque fois, le sommeil complet, je pense que c'est comme des cycles de sommeil. Oui, ça s'appelle des cycles de sommeil sur à peu près 1h30, effectivement. Puis sincèrement, ça fait vraiment la différence. Ah, ouais? Ouais. Comment on réussit à dormir avec une machine d'en face? Bien, surprenamment, ça a été plus facile que je pensais. Je sais pas, parce que mon corps l'a accepté rapidement. C'est un demi-masque que j'ai, seulement nasal, là. Quand tu parles de ton masque, plus précisément, à quoi ça ressemble exactement? Là, C'est un petit masque en plastique transparent qui englobe le nez. Avec un tube? Avec un gros tube, avec un tube qui s'en vient jusqu'au masque et retenu par des sangles sur la tête. Quand même, j'ai l'air d'un pilote de chasse. Non, mais tu sais, c'est... Avions de chasse. Parce que Dans Star Wars. Oui, exactement. Ça prend pas grand-chose d'habitude pour comme empêcher de dormir, entre guillemets. Puis toi, ça a quand même... Ça fonctionne. Puis je vous écoute parler tout à l'heure des phases du sommeil, puis quand tu fais de l'apnée, il n'y en a pas de phase, là. Pendant des années, je me suis plaint de... Je rêve pas, moi. Je me souvenais pas de mes rêves. J'avais pas de rêve, tout simplement, parce que j'atteignais jamais cette profondeur de sommeil. Donc là, tout d'un coup, ben j'ai ces cycles de sommeil-là, puis j'ai recommencé à rêver. Autant éveillé que couché, là, mais, mais oui, c'est ça. Je pense que c'est tellement bénéfique, ça m'a tellement aidé physiquement que j'ai pas eu de misère. Mais des fois, l'été, il fait chaud, j'ai de la misère. Ça va arriver que je le porte pas.
Mais je vais m'en ressentir. La journée suivante là, est un peu plus difficile cognitivement puis physiquement aussi. Là. On l'a effleuré un petit peu, mais j'aimerais quand même qu'on parle un peu des rêves et de l'importance des rêves dans les fonctions de l'humain. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus exactement? Parce que c'est quand même un phénomène particulier, là, on s'entend. Là. Qu'est-ce qu'on sait à propos des rêves? Il y a tellement de trucs qu'on peut dire par rapport aux rêves. Je dirais, déjà, ça se passe en sommeil paradoxal pour la plupart, surtout sur les rêves qu'on se rappelle, qu'on arrive à se souvenir. Paradoxal, il arrive quand dans... Bien, si on reprend l'idée du cycle de sommeil de 90 minutes, là, ça veut dire que notre sommeil est organisé en 90 minutes comme ça. Puis à chaque cycle de sommeil, au début, il y a une portion de sommeil lent, qui est un niveau de conscience différent du sommeil paradoxal, puis une portion de sommeil paradoxal. Puis plus on avance pendant la nuit, moins on va passer de temps en sommeil lent profond. Ça, c'est vraiment au début de la nuit que ça va arriver. Puis plus on va passer de temps en sommeil paradoxal. Donc, on a plus de sommeil paradoxal vers la deuxième moitié de la nuit. C'est pour ça, des fois, si notre cadran sonne le matin, si on était en train de rêver, si on était en sommeil paradoxal, ça se peut qu'on s'en rappelle. Parce que pour se rappeler d'un rêve, il faut qu'il y ait un réveil après. Sauf que il y a une portion de sommeil paradoxal à chaque cycle de sommeil. Ça veut dire que pendant la nuit, si on a fait 3, 4, 5 cycles de sommeil, on a rêvé à chacun de ces moments-là. Donc, il y en a en masse des rêves. Je veux dire, il y a des gens qui sont créatifs avec ça, qui prennent des idées là-dedans. Il y a des gens que ça traumatise parce qu'ils vivent des affaires bien spéciales pendant leurs rêves. Mais il semblerait que ça aide pour tout ce qui est le traitement émotionnel, la consolidation de la mémoire émotionnelle aussi. Donc, ça aide à nos émotions, à gérer finalement des émotions là aussi pendant la journée. Du rêve au cauchemar à la terreur nocturne. Deux choses différentes. OK, c'est différent. En fait, c'est que les cauchemars vont se passer en sommeil paradoxal. Si quelqu'un qui aurait un trouble de stress post-traumatique, par exemple, puis qui développerait un trouble de cauchemar, parce que ça existe, il y a des gens qui vont faire des cauchemars à répétition associés à des traumas, ça se passe en sommeil paradoxal. Parenthèse, ça se traite, ces cauchemars-là aussi. Les terreurs nocturnes, c'est différent. Ça arrive plus chez les enfants, généralement, parce que ça arrive en sommeil lent profond. Ça arrive plus en début de la nuit et plus chez les enfants, parce que les enfants, ils en ont du sommeil lent profond. C'est pour ça qu'ils sont capables de s'endormir dans un escalier à côté de la musique bien forte dans un party. Okay. Puis les terreurs nocturnes, on ne va pas se souvenir de ce qui se passe. Là. Les parents, peut-être, qui nous écoutent ou qui ont vécu les terreurs nocturnes de leurs enfants, c'est un petit peu stressant quand ça arrive. L'enfant est vraiment en crise. C'est pas un petit peu stressant, c'est complètement traumatisant. Ah, il y en a d'autres choses traumatisantes en sommeil, la paralysie de sommeil, les hallucinations hypnagogiques. Il y en a plein de ces choses-là, mais qui sont le fun à savoir parce que c'est pas grave. C'est juste que, c'est ça, les terreurs nocturnes, ils vont pas se rappeler. Puis des fois, l'enfant, on se dit, voyons, es-tu réveillé? On dirait que je suis pas sûre. Il a l'air d'être dans un entre-deux. J'arrive pas à communiquer. Il arrive pas à m'expliquer pourquoi il a eu peur. Ou là, on est dans les terreurs nocturnes, premier tiers de la nuit. Puis ça, bien, ça va être exacerbé s'ils sont en privation de sommeil ou s'il y a peut-être un peu plus de stress ou s'ils viennent d'arrêter la sieste, par exemple, de l'après-midi. Ça se peut que ça crée plus de sommeil lent profond et donc plus de temps. C'est drôle parce que de l'extérieur, quand on regarde l'enfant, c'est vraiment ça qu'on a l'impression. Là. On a l'impression qu'il est comme dans un rêve éveillé, mais non, il n'y a pas de séquence de rêve, ça n'a pas de lien avec les rêves. Bien, en fait, c'est que ça n'a pas de lien avec le sommeil paradoxal. Ça se passe vraiment dans un autre stade de sommeil. Puis la distinction, c'est qu'un cauchemar, ils vont s'en rappeler. Ils vont être capables d'expliquer « Ah, j'ai rêvé à tel monstre qui a fait telle chose. » Tandis que terreur nocturne, c'est pas le cas. T'sais, ils ont vraiment une amnésie de l'événement. Puis c'est vrai, la terreur, là, ils ont une activation de leur système nerveux qui leur dit qu'il y a quelque chose de paniquant qui se passe, mais on n'arrive pas vraiment à savoir qu'est-ce qui a causé ça. Après, les rêves de l'activité onérique, il y en a dans d'autres stades de sommeil, c'est juste plus flou. C'est pas exactement les mêmes choses. Par exemple, je parlais d'hallucinations. Il y a des phénomènes qui se passent quand on s'endort, dans la transition entre l'éveil puis le sommeil, ou quand on se réveille aussi, qui peuvent avoir l'air des hallucinations auditives ou visuelles. Il y a des gens, quand ils s'endorment, ils vont voir quelqu'un dans leur chambre, par exemple, ou ils vont entendre quelqu'un crier, et ça se passe pas pour vrai. C'est juste le cerveau qui est en train de faire je sais pas quoi. Mais il y a des gens que ça stresse vraiment beaucoup parce qu'ils disent, voyons, je suis fou, moi, là, de voir ça. Mais c'est vraiment des phénomènes qui peuvent arriver, surtout si on est privé de sommeil ou qu'on se couche plus tard que d'habitude, où il peut y avoir plein de petites choses comme ça qui se passent. Imaginez-vous que dans la vie, là, votre travail, c'est de gérer le sommeil puis les rêves, tout notre univers. On pense à ça toute la journée quand on travaille. Puis là, on arrive chez nous, puis à un moment donné, c'est le temps de dormir. C'est quoi ta relation avec comme ça?
Ça me fait juste penser à des travails que j'ai eus dans ma vie, tu sais, comme quand on travaille en restauration, c'est un classique, on voit les bons de commande qui roulent tout le temps. Tu rêves-tu au rêve de comment ça fonctionne? Est-ce que c'est lié? Pas tellement. Je pense que j'arrive à faire la distinction entre les deux. Je me dis, ben ça me donne des trucs. Hein? J'applique ce que je vais dire aux gens. Si jamais, moi aussi, j'ai des périodes de sommeil qui sont plus difficiles. Mais c'est un sujet vraiment, vraiment le fun parce que tout le monde dort. Puis des gens qui ont des problèmes de sommeil, là, il y en a énormément, que ce soit l'apnée du sommeil, que ce soit des problèmes de cauchemar, que ce soit l'insomnie qui est presque 10 à 20 de la population, là, qui a de l'insomnie plusieurs fois par semaine, qui dure plusieurs mois. On dirait que j'aime ça me dire que si on adresse cette problématique-là puis qu'on arrive à les aider, ils vont mieux fonctionner après puis ils vont être mieux. C'est quoi les trucs que tu donnes pour comme, réussir à passer au travers d'un épisode de J'en ai plein. Oui, j'espère, mais c'est ça, on veut les savoir. Bien, un vraiment facile que n'importe qui peut faire à partir de ce soir, c'est d'enlever l'heure de la chambre à coucher. Savez-vous pourquoi? On a tendance à la regarder. Parce que ça nous stresse. Parce que, surtout si on dort pas, ou qu'on c'est long s'endormir, ou qu'on se réveille toujours à la même heure, puis que l'on regarde l'heure, puis on vient confirmer, puis là, on est fâché. Puis là, plus on est fâché, moins on dort, puis là, c'est comme une boucle. Puis sinon, si ça nous stresse pas, ça part le cerveau quand même, parce que ça fait en sorte qu'on se met à calculer. Si le cadran sonne à 6 h du matin, puis qu'on a une grosse journée de travail, puis que là, on se réveille, il est 3 h, puis qu'on sait que des fois, c'est long se rendormir, puis là, on se met à stresser, puis là, on se met à penser à ce qu'on a à faire. Fait une chose à faire facile, arrêtez de la regarder l'heure pendant la nuit, même si vous vous réveillez, déconnectez complètement de quelle heure il est. Ça peut aider. Après, ça dépend du type d'insomnie, ça dépend de ce qu'on fait. Se lever toujours à la même heure le matin, ça peut aider parce que ça aide à synchroniser plein de rythmes dans notre cerveau aussi. S'exposer à la lumière le matin parce que les structures dans notre cerveau qui vont nous aider à sécréter les bonnes hormones et se synchronisent avec des indices extérieurs comme la lumière. C'est important, la lumière. Ça parle à notre cerveau. Fait que le matin, quand on se réveille d'aller dehors, de marcher, de prendre notre café à côté d'une fenêtre, là, avec même s'il fait sombre, ça va être bon. Ça dit à notre cerveau, OK, c'est le temps de sécréter toutes les hormones pour être vigilant, pour commencer la journée. Puis en soirée, bien, on diminue ça. Un bon 2 heures avant d'aller se coucher, là, on veut pas des gros néons, on veut pas la lumière de la salle de bain là, qui est super blanche. 2 heures avant, on utilise des petites lampes tamisées. On diminue la luminosité pour donner le signal au cerveau que, OK, là, je sécrète mes hormones de sommeil. Fait qu'il y a tellement plein d'affaires qu'on peut dire. Puis je suis étonnée qu'on n'ait pas parlé des téléphones et des tablettes. Tu parlais, bon, ça a une incidence, la lumière, sur le sommeil. Là, clairement, ça n'a pas l'air, là, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde une lampe. Là. Ça affecte le sommeil aussi, là. Ça affecte le sommeil, mais les études dans les dernières années, elles ne s'entendent pas vraiment. Ah oui? En termes de est-ce que la lumière d'un cellulaire peut vraiment faire en sorte qu'on ne va pas sécréter d'hormones de sommeil comme la mélatonine, par exemple. Par contre, les écrans, c'est une récompense pour notre cerveau. Il est tellement content, notre cerveau, de voir notre écran. C'est pour ça qu'on a bien de la misère à les mettre de côté aussi. Donc, c'est vrai pour la nourriture aussi. Tu sais, souvent, je vais dire aux gens qui ont de l'insomnie de ne pas manger s'ils se réveillent pendant la nuit, de ne pas regarder les écrans pendant la nuit non plus, juste parce que sinon, le cerveau, là, il est tellement content, puis il va vouloir se réveiller la nuit d'après pour avoir la même chose. Donc, encore une fois, distinction entre si on dort bien, si ça va bien, puis qu'on le regarde notre cellulaire dans notre lit, bien, c'est vraiment pas la fin du monde parce que notre sommeil il est bon puis il est correct. Mais si on a des problèmes d'insomnie, ça peut valoir la peine peut-être de faire un petit peu plus attention. Peut-être pas tant pour la lumière, mais pour la réaction de récompense dans notre cerveau, puis aussi pour le fait que on reste connecté, tu sais, à plein d'informations, puis notre cerveau, il roule quand on regarde ça. Est-ce qu'on a vu une évolution des troubles du sommeil à travers les époques? Nos grands-parents dormaient-tu mieux que nous ou maintenant c'est plus stressant? C'est tellement intéressant. Il y a un scientifique à un moment donné qui dit les problèmes de sommeil sont arrivés quand on a inventé le feu. Ah. Parce que là, il y avait tout d'un coup, là, on ne pouvait plus juste suivre ce qui se passait dans la nature. T'sais, rappelez-vous, je vous ai dit, notre structure, notre petite horloge biologique dans notre cerveau, elle se synchronise avec la lumière extérieure. C'est pour ça qu'on est capable de voyager, hein, puis de tranquillement se remettre à l'heure où est-ce qu'on s'en va. C'est parce qu'on suit le cycle lumière-obscurité. Puis là, quand on a inventé le feu, quand on a inventé l'électricité, quand on a, bien là,
on peut avoir de la lumière 24 heures sur 24, puis ça vient, notre cerveau, il vient se demander qu'est-ce qui se passe. Fait que ça a amené des changements. Le travail physique versus le travail assis devant un ordinateur toute la journée, ça fait pas la même chose sur le corps puis le sommeil. Le sommeil est là pour réparer. Fait que si on n'a pas bougé de la journée, qu'on a fait 300 pas, versus quand on travaillait sur la ferme à l'extérieur, c'était différent, ça aussi. Donc oui, je pense que ça peut avoir évolué. Eh bien, chers invités, c'est mission accomplie. On a réussi à faire un épisode sur le sommeil qui n'était pas endormant du tout. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci. Merci. Andy, chance que tu es là pour raviver le beat de l'émission. Oui, évidemment, je suis là pour ça. Mais en particulier, je suis là pour vous endormir encore plus parce que... Oui, parce que je prends mon travail très au sérieux. J'ai demandé à l'intelligence artificielle... En fait, premièrement, on remarquera que je suis sur un nouvel instrument aujourd'hui. Quel instrument, mesdames et messieurs? Quel instrument? On le appelle cauchemar de tous les parents d'enfants en bas de 5 ans. Ça s'appelle un... Piano-chat. Original, ça a le mérite de faire ce que ça dit OK. que ça fait. Ah non, c'est vrai, quand tu y touches pas, il... Ça ronronne. Non, il va faire un... Si jamais tu oublies de le fermer, il t'a dit que tu as oublié de le fermer. Super. Alors, je l'utilise dans mes spectacles parfois pour certains petits apports musicaux. Alors, je me suis dit, pourquoi pas l'amener aussi dans notre émission? Pour ce thème qui est le sommeil, pourquoi ne pas essayer d'en faire une berceuse pour enfants? J'ai demandé à l'intelligence artificielle de m'écrire une berceuse pour enfants en utilisant des animaux. Là, je suis allée un peu plus loin et j'ai voulu lui donner un petit défi de plus. J'ai fait, OK, berceuse pour enfants avec des animaux, parce que piano-chat, et avec un retournement, un revirement de situation dont on ne s'attend pas d'une chanson pour enfants. OK. Alors, je l'ai laissé aller avec ça. Et il m'est revenu avec ce petit bijou, ce petit chef-d'œuvre que je vais accompagner au piano-chat. Pour le plaisir de tous à la maison. Ça donne ceci. Dors, petit ours, qui jongle avec des fleurs, les étoiles rient, tout est plein de couleurs, les lucioles dansent en pirouettes légères, rêve des forêts où les arbres font des fers. Je sais pas ce que ça veut dire faire des fers, mais on laisse, c'est absurde. Dors, petit lapin qui peint des arcs-en-ciel, les feuilles applaudissent, un vrai festival. Le hibou fait du jazz avec un chapeau haut, rêve des prairies où les fleurs sont en moto. On se croirait un peu dans une toune des Denis. Ouais. Ça fait un peu fantastique. Ça fait Denis Drolet, ouais. Ça fait un peu Denis Drolet. C'est pas fini. Ensuite, dors, petit chien qui parle en rime, le monde s'assombrit, où tout s'achève en crime. Les étoiles chutent et des pommes pourries. Rêve d'aventure où la mort s'est blottie. Il en reste un encore. Dors, petit enfant, dans ce monde de brume, les ombres s'approchent avec un rire qui fume. Les rêves s'effacent dans un souffle froid et tout s'évanouit dans le silence du bois. Oh, toi aussi à la maison, tu as mal. Mais il faut pas avoir peur. Andy est un clown gentil. Et elle aime tous les gens, aussi les petits-enfants. Bonne nuit! On va aller boire dans le silence.